Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau live Executive Studio. Alors, nous avons régulièrement le plaisir de vous proposer des lives 100% inspirants pour échanger avec de nombreuses personnalités pendant cette période si imprévisible. Aujourd'hui, le thème, c'est explorer pour s'adapter à demain avec Christian Clot, explorateur de l'extrême, chercheur et spécialiste des capacités humaines d'adaptation. Mille merci, Christian, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, bonsoir. Bonsoir. Alors, je te cite pour commencer. Pour la première fois de notre histoire, nous nous rendons compte qu'une chose qu'on ne voit pas, qui n'est pas tangible, peut nous mettre à genoux. C'est un exemple concret, universel et qui touche tout le monde. Cet épisode inédit de l'histoire moderne ne doit pas rester figé dans le temps. Nous devons en tirer des apprentissages pour mieux gérer les crises à l'avenir et même réduire leur survenance. Alors, comment y parvenir? Comment se dépasser dans les moments difficiles? Comment trouver la motivation d'avancer? Quelles sont les clés qui nous permettent d'aller chercher en nous des ressources insoupçonnées? C'est avec toi, Christian, que nous allons tenter de répondre à ces questions lors de notre live aujourd'hui. Alors, vous avez exprimé 3 attentes lors de votre inscription à ce live. La première, partager un moment d'inspiration ensemble avec un explorateur. La deuxième préoccupation, avoir des clés pour traverser cette crise et s'adapter au mieux. Et la troisième préoccupation, retrouver l'énergie, la motivation, les ressources pour avancer ensemble malgré tout. Donc voici les 3 préoccupations exprimées en vous inscrivant lors de ce live Executive Studio. Alors n'hésitez pas à nous transmettre vos questions dès maintenant et nous les prendrons dans quelques minutes. Alors Christian, quelques mots pour te présenter. Tu es explorateur de l'extrême, chercheur, tu es spécialiste des capacités humaines d'adaptation. Tu te consacres depuis 20 ans à l'exploration et à la recherche. Et tu es directeur de l'Institut de recherche Human Adaptation. Alors, pour mieux comprendre notre capacité d'adaptation face aux changements rapides, tu as enchaîné 4 traversées en solo dans les climats les plus difficiles du globe. Et tu as été primé pour des nombreux travaux sur les capacités humaines d'adaptation. Alors, Christian, donc, tu es notre invité ce soir et donc encore merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec cette vidéo de de ton expédition en solo dans les 4 climats les plus extrêmes de la planète. On cherche à éprouver au maximum les capacités humaines pour qu'ensuite on puisse aller comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. Qu'est-ce que l'impact d'un milieu aussi difficile que ça va avoir sur nos fonctions cognitives? C'est un projet qui est extrêmement novateur et en fait, on ne sait rien là-dessus, on ne sait absolument rien. C'est la traversée des 4 milieux les plus extrêmes de la planète. Des espaces d'abord splendides, qui nous font rêver, mais qui nous soumettent à des situations qui nous dépassent complètement. Je suis pas sûr que je savais ce que ce serait d'avoir si froid. Et apprendre comment l'humain peut évoluer et exister dans ces milieux. C'est des dizaines, des centaines d'émotions. J'y suis! Oh yes! Ce qui nous intéresse énormément, c'est de voir comment en fait leur cerveau va s'adapter. Également des aspects liés à la motivation des individus.
Nous allons devoir explorer Mars, les océans, l'univers, mais nous devons surtout explorer ce que nous sommes. Alors, adaptation, c'est le nom de code que tu as donné à cette mission, que tu as réalisée en 2016 et en 2017. Tu as donc passé 4 fois 30 jours dans les 4 milieux les plus extrêmes de la planète, donc à chaque fois dans les contraintes les plus extrêmes pour étudier nos capacités d'adaptation. Pourrais-tu peut-être déjà, te présenter en quelques mots et nous présenter tes ambitions avec l'Institut Human Adaptation et les objectifs d'une telle expédition au cœur des extrêmes? Alors c'est vrai que c'est une mission qui était très particulière. Comme tu l'as dit au début de la présentation, ça fait maintenant plusieurs années, ça fait plus de 20 ans que je mène des expéditions dans les conditions les plus extrêmes de la planète et que je participe aussi à des missions de secours dans des conditions extrêmes, tsunamis, tremblements de terre et autres. Et au fur et à mesure de ces missions, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup d'humains confrontés à des conditions très complexes et finalement de réaliser que on comprenait pas forcément ce qui leur arrivait de leurs réactions positives ou négatives, de leur difficulté à faire face, ou au contraire de leur capacité extraordinaire à trouver des solutions, alors qu'on n'aurait pas forcément pensé que cette personne précisément aurait une idée géniale pour trouver une solution dans un contexte difficile. Et tout ça m'a intrigué. Dans la littérature, je ne trouvais pas les réponses que je cherchais, ni auprès des spécialistes. Donc, j'ai décidé de l'étudier. Et c'est comme ça qu'en 2005, j'ai commencé à monter des programmes d'études sur la capacité d'adaptation. Alors, au début, c'était assez simple. Hein. On travaillait surtout sur la psychologie. Et puis, petit à petit, on a réalisé qu'il manquait un truc, entre autres, la modification cognitive. Il fallait aller plus loin. Donc, en 2014, j'ai monté ce fameux institut de recherche qui s'appelle l'Institut de l'adaptation humaine ou Human Adaptation Institute pour cette fois vraiment mettre en place un groupe de scientifiques intégratifs à la fois sur le cerveau, la génétique, la psychologie, le microbiote, le cœur, bref, tout ce qui constitue l'humain et de pouvoir aller voir concrètement ce qui se passe quand des humains vivent des crises au moment où ils les vivent, pas après ou avant, mais vraiment pendant que les situations difficiles se déroulent. Et pour valider un certain nombre de nos hypothèses et de manières de recherche, j'ai effectivement monté cette expédition 4 fois 30 jours dans 4 extrêmes différents, adaptation 4 fois 30 jours. Et là, on a vraiment poussé au bout de ce qu'on pouvait pousser, puisque comme ça faisait pas mal d'années que je faisais des expéditions, forcément, j'avais déjà une expérience. Donc, il fallait aller encore plus loin. Et donc, on a choisi le désert le plus chaud du monde au moment le plus chaud du monde, l'endroit le plus froid au moment le plus froid, et ainsi de suite. Et ça nous a permis de voir réellement, concrètement, en faisant des IRM avant-après, en faisant nos travaux sur le terrain et tout, l'évolution cognitive que représentent de telles contraintes, de tels milieux, de telles problématiques. C'était ça le but de ces missions, qu'on reproduit maintenant sur des groupes entiers. On a plein de missions l'année prochaine qui vont se faire. Voilà, c'est vraiment un starter de plein de choses extrêmement intéressantes. Très bien, donc en fait, l'idée, c'est d'étudier nos capacités d'adaptation, de prise de décision, de gestion du stress aussi. C'est le but d'adaptation au final, c'est vraiment de comprendre comment l'humain va s'adapter. Ton message d'ailleurs, que j'aime beaucoup, c'est l'humain est capable de s'adapter. Nous avons tous des ressources extraordinaires, il faut les chercher, il faut les inciter. Donc c'est vraiment le message que tu passes aussi à travers adaptation. Très bien. Oui, je crois que c'est nécessaire, hein, il ne faut pas oublier, et on a tendance à l'oublier quand c'est difficile, on en parlera peut-être un peu, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier cette capacité phénoménale que nous avons de dépasser des situations difficiles, et qui plus est, de nous préparer au futur. Donc on l'oublie trop souvent dans les crises, et c'est ça qu'on doit travailler aujourd'hui. Merci. Alors nous allons voir effectivement comment s'adapter au mieux, explorer et s'adapter au mieux à cette crise, donc avec 5 conseils que nous allons voir ensemble, Christian, donc les meilleures façons de s'adapter à demain et de sortir au mieux de la crise. Alors le premier que tu évoques souvent dans tes écrits, c'est l'acceptation. Dans ton livre Covid et après, tu expliques que l'une des premières étapes pour s'adapter à une crise, c'est d'abord de l'accepter. Je te cite, « La crise m'est imposée et son ampleur dépasse mon niveau de compétence. J'aurai même droit à la colère de ce qu'elle m'aura enlevé. Si en revanche la réponse est « je peux accepter de perdre ceci ou cela », c'est le début de cette transformation par le haut qui génère une évolution mentale tout en réduisant les crises futures. Mais nous devons savoir évaluer ces pertes à leur juste valeur, car quel que soit notre courage, tu dis, elles ne sont pas faciles à accepter. Cela est vrai pour un individu comme pour une nation. Alors comment faciliter, selon toi, concrètement au quotidien cette acceptation, se lâcher prise sur cette situation
que nous ne maîtrisons pas et qui bousculent véritablement nos vies aujourd'hui? Oui, alors c'est vrai que ce mot acceptation, il est vu souvent comme quelque chose, comme une sorte d'abandon ou de résignation, alors que c'est vraiment tout le contraire. L'acceptation, c'est la capacité qu'on a d'évaluer une situation de sa réalité. Pas la situation qu'on aurait voulu avoir, pas celle qu'on rêverait d'avoir, pas celle qu'on dirait, ah, mais si on avait ça, ce serait. Non, ça marche pas parce que ce n'est pas la réalité. Pour pouvoir comprendre sur quel levier agir, pour pouvoir comprendre quand on met des éléments, je dois déjà savoir d'où je pars. Et ensuite, ça permet, une fois que j'ai analysé ces à sa juste valeur, d'avoir vraiment cette recherche très claire de trois choses. La première, c'est quels sont mes leviers, à savoir, l'exemple est tout simple, vous sortez et il pleut, puis que vous essayez d'arrêter la pluie, vous n'y arriverez pas. Donc, il faut savoir comment je peux, moi, agir à mon échelle, quels sont mes leviers pour résister à cette problématique. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le changement, il dit une chose toute simple. Ce qu'on aura après ne sera jamais ce qu'on aura avant. Ce sera peut-être pas très différent, mais il y aura des différences. Et nous, on doit accepter de transformer et donc de perdre un peu de ce qu'on pour générer quelque chose de nouveau dans l'après. Donc la perte, elle n'est pas forcément une perte définitive, elle est une transformation existentielle. Et ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est concrètement d'entreprendre la première action, aussi petite soit-elle. Parce que quand on a engendré cette première action, à savoir ne plus être en train de râler ou d'essayer de lutter contre la crise, mais plutôt de commencer déjà à mettre, OK, moi je peux faire ça, c'est peut-être tout petit, mais c'est un premier pas, on inverse dans le cerveau. D'une part, le canal de négation qui était celui qu'on avait avant, ah mince, il pleut, pour engendrer un canal de positivité et de possibilité. Et ça, dans le cerveau, c'est phénoménal. C'est une puissance extraordinaire qu'on se donne pour penser un futur. Et ça marche pas si mal. Très bien. Oui, effectivement, tu parles beaucoup du cerveau. Donc, c'est la deuxième, je dirais, étape que tu conseilles d'explorer, c'est prendre soin de soi et de son cerveau. Alors, une autre, effectivement, étape pour mieux sortir de cette crise, selon toi, donc, c'est vraiment de prendre soin de soi, de son cerveau. Et dans l'une de tes chroniques récentes, tu expliques l'importance de prendre soin de son cerveau en période de crise, car en période de stress, il se fatigue beaucoup plus vite. Alors, quels sont tes conseils pour aider notre cerveau à se relâcher, à se détendre, à se régénérer, pour ainsi avoir un regard plus lucide et peut-être plus clairvoyant sur la situation qui nous dépasse aujourd'hui? Alors, je vais faire une réponse un peu triviale et qui peut surprendre, mais plus ça va mal, plus c'est le bordel, plus faites la fête, quoi. Mais vraiment. Et je vais vous raconter une petite histoire très rapidement pour vous expliquer pourquoi. On est en 1914, Shackleton est sur un bateau avec 26 hommes, l'Odyssée de l'Endurance, pour aller se faire déposer au début de l'Antarctique et traverser l'Antarctique à pied. Malheureusement, 100 km avant d'arriver en Antarctique, ils se font écraser leur bateau. Donc, ils se retrouvent sur une banquise qui va fondre dans ces conditions-là. Quasiment personne ne survit jamais, ils le savent, c'est tous des spécialistes de l'Antarctique. Donc, en gros, ils sont dans la pire des situations qui soient, puisqu'ils sont tous des morts en sursis face à cette situation. Et la première chose que fait Shackleton, une fois que la situation est un peu stabilisée, 2-3 jours après l'accident, il organise une grande partie de foot et ils font la fête autour. Et ça, intellectuellement, beaucoup de gens disent, ah, c'est incroyable, pourquoi ils font ça? Et pourtant, c'était la plus belle chose qu'ils pouvaient faire. C'est d'ailleurs ce qui a permis à cette équipe, entre autres, de s'en sortir vivants tous ensemble. C'est parce que le cerveau, c'est très simple. Plus vous êtes en stress, plus vous êtes en peur, plus vous êtes en condition négative, plus il se fatigue. En temps normal, il utilise 40% de votre énergie, quand tout va bien. Quand les choses vont moins bien, que vous êtes dans une forte transformation, il peut monter jusqu'à 80-90% de l'énergie. C'est énorme, ce qui explique peut-être aujourd'hui pourquoi tant de monde sont fatigués, pourquoi tellement de monde ressent cette fatigue alors qu'à la limite, on n'a pas beaucoup fait d'activité physique. Parce que notre cerveau, il a bossé comme un fou. Quand il va dormir, il se repose, il se régénère. Sauf que quand vous êtes dans une situation de crise ou de peur, eh ben les peurs, les crises, les stress qui sont internes à votre cerveau, ils travaillent pendant la nuit aussi. Donc, ils empêchent le cerveau de faire ce travail de régénération, d'apaisement, de réorganisation, de génération de neurones, de création de synapses, de connexions. L'autre moment où ça peut se faire, où tout d'un coup votre cerveau peut tout d'un coup avoir une sorte de bouffée d'oxygène, de bouffée d'air, c'est quand vous êtes en pleine détente, en plein plaisir. Donc, c'est super important de vous prendre des moments collectifs ou individuels où vous vous faites plaisir, où vous prenez un vrai temps, moi j'appelle ça les rituels quotidiens, où chaque jour vous prenez un petit moment à vous, où vous êtes bien, où vous prenez un temps, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, ça n'a pas besoin d'être pendant 2 heures, où juste vous permettez à votre cerveau d'oublier un peu tout ce qui se passe. Et puis évidemment, dernier point, parce que le cerveau est un animal, enfin, nous sommes, nous humains, des animaux collectifs, collaboratifs, solidaires,
eh ben c'est encore plus fort si on arrive à faire ça en groupe. Donc quand je parlais de faire la fête, eh ben alors là c'est un peu difficile en temps de restriction de contact, mais on peut faire plein de choses. En tout cas, il faut chercher tous les moments de bonheur, d'émerveillement, de joie, de rire. On a 20% de la population, 20% qui a arrêté de rire. Ça, c'est de nos études Covadapt qu'on mène avec l'Institut. Et ça, c'est terrifiant. Ça veut dire que toutes ces personnes ne sont plus capables de faire ce chemin de régénération cognitive. Donc, donnez-vous cette chance de rire et de vous faire plaisir. Merci. Donc, il faut donner à notre cerveau de quoi fonctionner, lui donner un peu de temps de plaisir, l'alimenter avec des choses nouvelles pour qu'il continue, comme tu le dis, à se régénérer pour imaginer un futur possible. Construire un nouveau futur, c'est l'essence même de l'exploration et de l'adaptation. Alors, troisième étape, selon toi, consiste à agir plutôt que subir. C'est ce que tu appelles l'inventivité créatrice. Donc, selon toi, l'inventivité créatrice et les initiatives communes seront le socle de notre futur. C'est la volonté que chaque personne met en œuvre à l'échelle qui est la sienne, qui crée le mouvement collectif dont on a besoin aujourd'hui. Alors, comment booster cette inventivité créatrice et avancer concrètement ensemble? Alors, malheureusement, la réponse serait très longue. Je vais essayer de faire le plus court Oui, possible. Mais c'est vrai qu'on est dans un moment où très peu de monde se sent responsable de ce qui est en train de se passer. Alors, je parle pas de même du SARS-CoV-2 ou de la Covid qui en suit, mais se dire, OK, moi, j'ai une part de responsabilité dans la capacité qu'on aura de rebondir. Or, pourtant, c'est indispensable. Chacun, à notre manière, on doit essayer de créer quelque chose de possible pour le futur. Or, il n'y a pas 15 000 solutions de le faire. Moi, il y a une phase d'abord de compréhension, puis de métabolisation. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation très difficile, eh ben finalement, vous avez besoin de quelque chose auquel vous raccrochez, quelque chose qui vous fait du bien toujours. Je vais vous prendre un exemple, c'est Guillaumet dans les Andes. Il crache son avion, il est au milieu des Andes en plein hiver, il est à des jours et des jours de marche de tout, aucune chance qu'on le retrouve, il a rien sauf son habit d'aviateur, et il commence à marcher dans la neige, il n'en peut plus, ça ne marchera pas. Et là, dans ses affaires, il trouve une photo de sa femme. Et 10 jours plus tard, il ressort de là. Et quand Saint-Exupéry le retrouve, il va lui dire « Ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait ». Il dit pas là qu'il était plus fort qu'un animal. Il dit qu'il était capable d'une chose que les animaux ne sont peut-être pas forcément capables, enfin, pas tous en tout cas, de faire, c'est de projeter un espoir. Et je dis bien ça parce que c'est toute la différence entre avoir un moment de plaisir qui est basé sur un souvenir, par exemple, il aurait pu se souvenir de sa femme, et le transformer en une possibilité future. Et là, c'est ce qu'il fait. Il voit la photo de sa femme, il cherche pas à se souvenir de ce qu'ils ont vécu ensemble. Il cherche par tous les moyens à la retrouver. Et cette transformation dans un espoir ou un mémoire du passé et une volonté pour le futur, ça fait toute la différence. Au moment où il faut prendre des décisions pour construire un possible. Et oui, il faut avoir cette inventivité, cet imaginaire, cette envie de se dire, OK, je ne sais pas comment il sera ce futur. Personne ne le sait, il faut être très clair. Mais je décide que je vais construire quelque chose auquel je crois suffisamment fort. Et puis, au fur et à mesure du chemin, bien sûr, je devrais évoluer et me transformer. Mais j'ai besoin d'une cartographie mentale, une cartographie intellectuelle d'un possible. Et là, ça me donne la raison de partir. oui, donc ça, on arrive justement à cette quatrième étape. Ce conseil que tu donnes, c'est voir le positif malgré tout et les bénéfices de la situation. Je te cite à nouveau. Donc, une piste d'ailleurs pour notre futur, c'est d'imposer aux médias qu'un certain nombre de journaux et d'émissions soient obligatoirement consacrés à des faits et à des initiatives positives, y compris dans une période de crise comme celle que nous connaissons actuellement, car à force de n'entendre que des faits négatifs qui ne créent pas et ne portent pas d'espoir, notre cerveau finit par envoyer un signal difficile à récuser. Avec tout ce qui ne va pas, il semble impossible de changer les choses. Alors, nous sortirons mieux, comme tu le dis, de cette crise avec une pensée positive. Et quels sont du coup les bénéfices, selon toi, de cette crise? Comment garder une pensée positive chaque jour? Je pense notamment aux entrepreneurs, aux dirigeants des secteurs les plus impactés aujourd'hui et qui subissent très violemment cette crise. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de courage, hein. Faut pas se leurrer, c'est pas facile. Cette idée que oui, il y a qu'à se transformer, tout ira bien, est évidemment une idée tellement juste, mais à la fois tellement aberrante quand on est dans la crise. Et il faut pas se leurrer, c'est difficile. Ça demande des efforts, ça demande du courage, ça demande de mettre l'ensemble de ces équipes en action sur quelque chose qui n'est pas évident. Et pourtant, il faut être assez clair quand même. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le pessimisme et l'impossible n'a jamais rien construit. Donc, on est obligé de se donner une action. Maintenant, il n'y a pas de miracle.
une crise comme celle qu'on vit demande de se transformer, demande de mettre en place des choses nouvelles. L'idée de la résilience, pour moi, c'est peut-être la pire des choses qu'on puisse essayer de continuer à défendre aujourd'hui en entreprise. Parce que la résilience, aussi belle soit-elle à titre individuel, telle que l'a défini Boris Cyrulnik et tous les gens qui ont travaillé autour, sur la régénération, cette capacité de dépasser une situation difficile qui est tellement importante pour un individu, est une aberration pour l'entreprise parce qu'elle dit une chose simple, on va revenir à l'état initial, à l'état normal. Mais ça n'existe plus. Donc, il faut passer à ce mode d'adaptation. Et l'adaptation, c'est pas seulement avoir de la résilience pour arriver à une stabilité, c'est cette capacité de projeter une idée possible. Donc, comme on vient de le dire tout à l'heure, et de vouloir influencer le futur. Et cette influence du futur, elle ne passera jamais par essayer de retrouver simplement les panneaux indicateurs qui étaient ceux qu'on avait avant. Ceux-là, ils indiquent une direction qui n'existe plus. Donc, il faut accepter le changement et accepter de commencer des transformations parce que cette crise, elle nous donne quand même une chance. Elle nous a montré toutes nos faiblesses. C'est un stress test extraordinaire, cette crise. Au niveau du gouvernement, mais ça, c'est pas notre problème, on n'a pas d'influence dessus, en tout cas pas la plupart d'entre nous. Mais au niveau de nos entreprises, on a bien vu. On a été face à un stress test énorme et ça nous a montré tous les points sur lesquels on doit trouver des solutions. Et bien ça, c'est quelque chose, maintenant, il faut passer les fêtes, détendez-vous, reposez-vous, mais quand vous revenez en janvier, ne commencez pas à travailler comme des fous. Asseyez-vous à une table et posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait qui a marché? Qu'est-ce qu'on a fait qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on veut garder? Qu'est-ce qu'on jette? Et commencez à reconstruire un nouveau mapping de ce que vous pouvez être en 2021. Et quand on commence à faire ça, moi je l'ai vu dans plein de crises, ça commence à donner un vrai sens à tout ce qui s'est passé. Oui, donc se projeter vers l'avenir et chaque jour, comme tu le dis, se préserver un espace pour créer son futur. Oui, il faut avoir cette volonté de créer son futur. Ça paraît un peu aberrant, mais cet esprit de conquête, qui n'est pas d'aller planter un drapeau sur un sommet et de dire je suis le meilleur, hein, c'est pas ça l'esprit de conquête. C'est cette volonté qu'on a de vouloir, quelles que soient les choses qui vont arriver, avancer. Il y a des tas de moments difficiles. On le sait, hein, faut pas se leurrer. Il y a des fois, on est down, on n'en peut plus, on a juste envie que tout s'arrête. Et je fais partie de ça aussi, hein, je suis pas un surhomme. Mais je sais que à chaque fois que j'ai ces moments-là, je cherche tout de suite à réfléchir, qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi j'aurais pas de raison d'avancer vers le futur? Et je commence à périmétrer les éléments qui me font peur, les éléments qui sont bloquants, parce que je sais une chose, la peur ne s'arrêtera pas toute seule. Je vais devoir apprendre quelque chose, mettre en place quelque chose de nouveau pour dépasser ce moment de peur. Mais ça apporte deux choses derrière. La première, d'abord, on a réussi à avancer, et la deuxième, on sait qu'on en est capable. Et quand ce cerveau commence à acquérir cette idée qu'on sait qu'il est capable, alors ça devient un mécanisme qui se répète à chaque fois. Et c'est extraordinaire, c'est pour ça que j'insisterai auprès des médias, non pas pour être bisounours et dire « Oh, regardez, tout va bien, il y a des jolies fleurs qui poussent », mais pour montrer qu'il y a des tas de gens qui font ce chemin-là, qui font cette étape-là de construction et que ça marche et que donner cet espoir, c'est aussi donner un espoir pour tous les autres. Oui, et donc se reconnecter aussi peut-être à son but profond, parce que Simon Sinek définirait comme notre why. Je te cite à nouveau, nous, humains, nous avons la chance d'avoir la capacité de savoir pourquoi nous faisons les choses. C'est la capacité mentale de projection qui nous permet de nous en sortir. On ne peut pas fonctionner, se sortir d'une situation extrême si nous n'avons pas de but profond. Pourrais-tu nous en dire plus sur ce but profond que tu développes dans ton livre? Oui, c'est un tout petit peu ce que je disais avant, c'est cette notion de cartographie du possible. Je vous donne là encore un exemple qui vient d'expédition, hein, parce que finalement, c'est des mondes qui nous ont montré tous les possibles. Magellan, quand il va voir en 1510, 1509, le roi du Portugal pour avoir 5 bateaux pour partir et tenter d'aller vers l'ouest, là où personne ne sait ce qu'il y a, on lui répond, mais monsieur Magellan, nous savons déjà tout sur tout. Déjà à cette époque, on pense cette idée que nous avons toute la connaissance sur l'ensemble et que tout va bien. Il va réussir en passant en Espagne de trouver 5 bateaux. Il y a deux enseignements là-dedans. Le premier, c'est que à force de penser qu'on sait ou que quelque chose d'autre va résoudre pour nous, comme des technologies, la 5G qui arrive, qui va tout résoudre d'après ce qu'on entend, et bien finalement on se repose sur quelque chose qui n'est pas tangible pour avancer, alors que on doit se prendre en responsabilité. C'est ce que fait Magellan. La deuxième chose, c'est que il a une carte Magellan. C'est une carte qui montre une sorte de passage en Amérique du Sud pour aller vers
on ne sait pas trop quoi, un océan Pacifique qui est même pas aussi grand que l'océan Atlantique. Bref, tout est faux sur cette carte. Mais parce qu'il a cette carte, il a une raison de partir. Et il le fait. Ce qu'il va trouver est complètement différent. Mais sans la carte, il ne serait jamais parti. Et c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. Quelle est la carte qu'on veut dessiner du possible, sachant qu'elle sera fausse, mais ça n'a pas d'importance. Ça donne un sens à l'avenir qu'on veut construire. Et si on met chaque personne de nos équipes et nous-mêmes dans la même responsabilité, pas la même responsabilité de hiérarchique ou de conséquences, mais dans chacune a ce petit pas à faire de sa propre carte, qui devient une immense carte dans une entreprise. Et bien finalement, on constate que quand on met en place ce schéma, puis qu'on aide les personnes à le faire, qu'on est solidaires les uns les autres, et ça passe beaucoup d'ailleurs par le mid-management, par les managements de proximité. C'est eux qui ont cette capacité. Donc, il faut vraiment les soigner, ces gens-là. Ils sont très fatigués aujourd'hui, mais c'est eux qu'on doit soigner aujourd'hui parce qu'ils ont ce lien direct. Et il faut leur lâcher la bride pour qu'ils puissent apporter cette capacité qu'ils ont. Et là, on commence à voir des choses extraordinaires qui se passent. Donc, il est important, selon toi, de créer un système de projection mentale, se projeter dans un futur souhaitable, savoir aussi qui nous aimons vraiment. Oui, parce que regardez une chose toute simple. Vers quoi vous voulez aller demain? Vers un futur impossible, d'effondrement, rien ne sera possible, l'économie sera... Ou vers un monde que vous allez contribuer à construire différemment. C'est vrai qu'il y a des tas de choses qui vont pas. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Les changements, ils sont profonds, la technologie change, l'environnement change, la société change, beaucoup de changements à la fois. Donc, la seule solution de dépasser ça, c'est de se donner une envie de le construire et pas de le subir. C'est difficile, encore une fois, mais c'est un schéma mental et ça, on peut tous le faire. Merci. Donc si je reprends tes cinq étapes, accepter la crise, prendre soin de soi et de son cerveau, faire preuve d'inventivité créatrice, voir le positif malgré tout et les bénéfices de cette crise et se reconnecter à son but profond. Alors, on va ouvrir maintenant notre séquence de questions. Alors, on a déjà pas mal de commentaires. Valérie nous dit « Nietzsche aurait donc raison. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. » Merci, Valérie. Alors, j'ai une question d'Hichem. Bravo pour ces expérimentations. Comment accompagner ses proches, ses collaborateurs dans la phase d'acceptation? Déjà, il faut être soi-même dans cette phase-là. Ça paraît tout bête à dire, mais dans des moments de crise, il y a deux choses qui vont faire la différence. L'exemplarité et la confiance. La confiance, on le sait, elle est beaucoup plus forte quand on est auprès de proches, des gens qu'on aime bien, des gens avec qui on a des contacts et qui justement nous montrent cette exemplarité. Ça, c'est un premier pas. Alors, je pourrais parler longtemps de la confiance parce que c'est quelque chose qui est très galvaudé aujourd'hui, mais c'est peut-être pas le sujet. La deuxième point, c'est que il ne faut surtout pas juger. C'est qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de jugements sur les complotistes, par exemple, choses comme ça. Ça sert à rien parce qu'en jugeant, on ne change pas les gens. Il faut déjà essayer de comprendre pourquoi ils ont des difficultés, pourquoi ils sont dans cet état d'esprit, savoir qu'est-ce qui les bloque. Donc, plutôt poser des questions sur de quoi as-tu peur, qu'est-ce qui te bloque, pourquoi tu te penses pas capable de faire quelque chose, quels sont les éléments qui t'empêchent d'avancer, et puis petit à petit, retisser avec cette personne et avec cette personne uniquement, selon ses émotions, ses propres difficultés, ce chemin possible pour elle, pour cette personne. Parce que on a tendance à croire qu'on peut calquer des outils qui marcheraient pour tout le monde. Mais ça, c'est faux. La plus grande leçon de cette crise, chacune et chacun a réagi différemment, pas du tout comme on pensait. On voit des gens qui se sont transformés, des libertaires qui réclamaient l'armée dans les rues pour contrôler la population, et à contrario, des gens tout d'un coup voulaient tout éclater. Bref, on a vu des gens basculer parce que les gens tout d'un coup ont réagi par des émotions puissantes. Donc, comprenons-les pour les aider. Merci. Alors, j'ai une autre question, Christian, sur l'effet tunnel. Comment sortir de l'effet tunnel, période pendant laquelle nous n'arrivons plus à avoir autre chose que le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui? Alors, l'effet tunnel, c'est cette idée de se focaliser tellement sur quelque chose qu'on ne voit plus autour. Effectivement, ça peut être pour des difficultés comme maintenant, ça peut aussi pour des projets et auxquels on a un bel objectif qu'on voit tellement précisément qu'on voit plus tous les problèmes autour. Donc là, c'est ce qu'on appelle la vigilance. Il faut effectivement arriver à casser l'effet tunnel puisqu'il nous empêche
toute simple, d'écouter les faibles. Quand on est dans un effet tunnel, on n'entend plus que les grands signaux, les grandes brassées, mais on n'entend plus les petites choses. Donc pour ça, il faut déjà le comprendre qu'on est dans un effet tunnel et c'est très dur à faire tout seul. Parce que justement, on est tellement focalisé qu'on n'entend plus qu'on n'est plus à l'écoute. Donc il faut avoir de la solidarité les uns envers les autres. C'est souvent une autre personne qui doit nous signaler. Attention, quand même, là, tu es en train de te bloquer. Et rien que déjà de l'ordre aide beaucoup. Et c'est vrai qu'on doit tous essayer de faire un effort d'ouverture aujourd'hui et d'acceptation. Voilà, on y retombe, hein, qu'on n'a pas réponse absolue au futur. Ni les anti, ni les pros, personne n'a cette réponse. Donc il faut arriver à faire ce petit pas supplémentaire, dire ok, ben j'accepte aujourd'hui d'écouter d'autres idées, d'autres propositions. Puis je vais forger petit à petit autre chose. Et enfin, eh ben, il faut surtout, mais ça c'est à titre individuel, ne jamais accepter une information qui vient d'une seule source. Ça, c'est le pire chose qui nous mène à l'effet tunnel parce que forcément, à un moment donné, on se focalise tellement de choses que ça ne marche pas. Il faut toujours aller chercher des informations croisées qui disent de plusieurs sources pour pouvoir évaluer la réalité. Très bien, je rebondis sur un commentaire de Marc qui a lu Au cœur des extrêmes, qui a adoré d'ailleurs. Il se souvient de 2 passages forts. Le premier, à 60% couché et sans force sous la remorque. Et le second, lorsque tu es tombé dans l'eau glacée en Sibérie et que tu as trouvé une maison à 2 kilomètres où il a fallu marcher trempé en se mettant à geler. Voilà. Pourrais-tu nous en dire plus et peut-être nous dire comment tu as pu surmonter finalement ces crises? Oui, les deux cas, donc j'étais effectivement, alors c'est 60 degrés dans le Dartelout, 60 degrés, 2% d'humidité. Puis là, le cas où je suis tombé dans l'eau en Sibérie. Alors heureusement, très heureusement, j'étais à la toute fin de l'expédition, j'étais au dernier jour quasiment. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis tombé, parce que j'ai voulu aller trop vite. Et j'étais dans un effet tunnel, c'est-à-dire que j'étais en train de redescendre. J'avais eu moins 60 degrés pendant des jours. 30 jours près, j'étais épuisé, j'étais au bout de l'expédition et je savais que j'étais à une journée de marche d'un village, d'un tout petit hameau avec une trentaine de personnes. Et typiquement, parce que je voulais le rejoindre au tunnel et je n'ai plus écouté la glace au sol et tout ça, et j'étais sur une rivière et la glace a soudainement fondu sous mes pieds et je suis tombé dans l'eau, effectivement, et il faisait encore moins 45 degrés. Donc quand vous êtes comme ça, quand vous ressortez, forcément, il y a ce qu'on appelle l'effet Embedo qui va transformer l'eau chaude en glace immédiatement. Donc vous allez vous transformer en glaçon quasiment tout de suite. Et c'est là qu'on voit une chose intéressante. Je tombe dans l'eau. Le premier réflexe qu'on a, c'est sortir. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Avant de sortir, je dois réfléchir. Ok, je suis dans l'eau. Tant que je suis dans l'eau, elle est plus chaude que l'air. Donc je suis bien. Temps de penser à une solution. Et ça, c'est une vraie leçon de crise. Souvent, la première réflexe dans les crises, c'est je veux sortir de la crise. Non. D'abord, où est-ce que je suis? Comment je suis? Et qu'est-ce que je construis pour me projeter? C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à réfléchir. J'ai réalisé que je pouvais soit monter ma tente et faire mettre mon réchaud à l'intérieur, soit effectivement, j'étais à 2 kilomètres d'une première cabane que je connaissais par là en montant, vide, mais néanmoins où je pourrais faire du feu à l'intérieur. J'ai fait un calcul qu'il me faudrait à peu près 25-30 minutes pour y arriver. Quand 30 minutes, normalement, je vais geler. Je n'arriverai pas jusqu'à la cabane. Donc, je commence à réfléchir comment je vais me habiller, comment j'enlève vite mes vêtements en sortant mes d'autres, comment j'avance. Bref, tout ça se fait dans ma tête avant que je sorte de l'eau. Au moment où je sors de l'eau, j'ai une manière d'agir, un objectif clair et une envie profonde. Je suis à une journée de ce foutu village. Il n'y a aucune raison que mon aventure, qui après 4 fois 30 jours, donc 4 nuits extrêmes, se... Merci pour cet éclairage passionnant de ton vécu. Alors oui, j'ai une autre question sur le doute. Quel conseil en tant qu'explorateur et habitué de l'inconnu as-tu pour affronter le doute, un doute écrasant? Le doute, c'est sans doute la chose la plus terrible qui peut nous arriver parce qu'il nous empêche souvent effectivement de chercher des solutions nouvelles. Ma seule solution pour affronter le doute, alors c'est très différent quand on est en groupe que quand je suis en solitaire. Quand je suis en solitaire, ma méthode à moi, elle est très personnelle, c'est que je sais j'ai ce qu'on appelle des triggers, hein, j'ai des éléments dont je sais que ils vont m'aider en toute chose, certains souvenirs, certains objets, certaines choses qui me permettent de me dire
je les vois. OK, dans cette condition-là, il y a 2 ans, tu étais encore pire que maintenant. Tu as su trouver des solutions, donc tu vas en trouver encore maintenant. Et c'est vrai qu'il faut arriver à en doute. Il faut faire une première chose. Il faut prendre une première décision. Encore une fois, ce n'est pas forcément la décision qui va changer le monde ou qui va changer votre situation, mais ça remet là encore votre cerveau dans un schéma décisionnel. Dans l'idée, je prends, moi, Christian Clot, une décision claire, précise, et que surtout, évidemment, puisque une décision ne fait que précéder une action, je mets en œuvre quelque chose qui correspond à cette décision. Cette mise en œuvre-là, eh ben, ce geste-là permet déjà de faire un premier pas. Et puis, là encore, se crée un mécanisme qui permet d'aller gentiment vers d'autres décisions et d'autres solutions. Et puis, on se reconstruit. Il faut être patient. Le doute, et ce doute quand on parle qui est écrasant, il ne va pas se résoudre d'un coup de baguette magique. Il y a de solutions magiques. Il n'y a que des solutions qu'on construit petit à petit. Mais tant qu'on n'a pas fait le premier pas initiatique de progression, ça ne marchera pas. Merci. Alors, j'ai une autre question. Dichem, quelle est la plus grande découverte scientifique au niveau cérébral que vous avez pu réaliser? Pour moi, c'est un espoir énorme. C'est ce qu'on est en train de découvrir parce que il y a 2 choses qu'on commence à comprendre et à bien voir. La première, c'est, alors on le sait, le cerveau il est plastique, hein, c'est pas nouveau, mais on commence à savoir tout d'abord qu'il n'est pas plastique seulement jusqu'à 25 ou 30 ans comme on le pensait, il est plastique toute la vie, et que pour être plastique, il a besoin de... Pourquoi on pensait longtemps que le cerveau ne se développait plus après un certain âge? C'est que souvent, quand on arrivait à ce certain âge en question, on rentrait dans un métier, on n'en sortait plus pendant toute sa vie. C'était le cas dans les années 40, 50, 60. Sans parler de la guerre. Donc finalement, quand vous nourrissez pas votre cerveau de quelque chose de nouveau, et forcément, il ne fait qu'utiliser les faits déjà et il n'avance plus. Même si vous êtes un génie dans votre domaine et que vous faites quelque chose de super difficile dans le même domaine, votre cerveau il ne se développe plus. Donc il faut aller chercher des données, des nouvelles centres d'intérêt pour développer le cerveau. Et alors là, on voit qu'il y a bien une plasticité, un développement de masse dans le cerveau, une nouvelle capacité et qui va permettre le prochain coup d'avoir une nouvelle capacité pour s'en sortir. Première chose très très importante, et ça on commence à le voir physiquement dans le cerveau, sur une expédition comme 4 x 30 jours, il y a une vingtaine de zones de qui se sont réellement transformées, création de matière ou destruction de matière. C'est un énorme espoir parce que ça veut dire qu'à tout âge, à tout moment, on peut générer ses capacités et trouver des solutions. Deuxième chose extrêmement importante qu'on est en train de pouvoir prouver de plus en plus, mais c'est surtout l'année prochaine, je pense qu'on va pouvoir finaliser cette partie-là, ce sont bien les émotions qui président. La sensorialité, les émotions qu'on vit donnent le sens aux décisions et pas le contraire, contrairement à ce qu'on a pu penser pendant un temps. Donc ça veut bien dire que cette capacité de sensorialité, d'écoute émotive, elle est fondamentale. Quand je parle d'émotions, je ne parle pas de s'envahir par des émotions puis de l'écoute de tout, mais c'est d'accepter qu'on doit travailler sur l'émotivité et que parce que ce sont les émotions qui président les décisions, chaque personne d'une équipe reçoit les informations légèrement selon son émotion et donc va la traiter différemment. Quand on a compris ça, on comprend beaucoup mieux pourquoi aujourd'hui, c'est la communication qui est le plus en cause dans cette crise. Les gens disent qu'à 60%, c'est à cause de la communication et pas à cause des décisions qui sont en difficulté, et que 90% des managers pensent qu'ils communiquent bien auprès de leurs équipes, mais seulement 26% des équipes pensent qu'ils reçoivent une bonne communication de leurs managers. C'est une vraie leçon et pourquoi ça? Parce que les gens ne sont pas touchés dans leurs émotions pour agir. Voilà ce qu'on a peut-être découvert de plus intéressant. Oui, alors pour compléter cette question, moi j'aimerais que tu nous en dises plus sur votre étude Covadapt que vous avez lancée récemment pour tenter de mesurer les impacts sociaux, psychologiques et cognitifs de la pandémie que nous traversons. C'est d'ailleurs la première fois qu'une telle étude est menée dans une période de crise systémique. Quels sont les premiers résultats de cette étude ? Alors, c'était la première fois quand on a lancé au tout début mars. Maintenant, il y en a eu plein d'autres qui ont été lancés, mais on est quand même là, en France les premiers à lancer une étude. On est assez content là-dessus. C'est pas pour être les premiers, c'est simplement qu'on a pu prendre la problématique de la crise dès le début, parce qu'on a la chance avec l'Institut d'adaptation d'avoir beaucoup de chercheuses et de chercheurs dans beaucoup de domaines, et surtout on a des gens qui sont spécialistes de crise, spécialistes du terrain, des difficultés. Donc,
On a pu très vite mettre en place une étude qui nous a permis non seulement d'essayer de comprendre le niveau des difficultés cognitives des populations, mais aussi leur capacité à adapter. C'est ça qui est assez nouveau dans cette étude. Ce qu'on voit, malheureusement, on s'en doute bien et on le voit bien, c'est que c'est une courbe qui est très logique en crise. Au début d'une situation, il y a une petite chute et puis on arrive à reprendre un peu pied. Et puis avec cette crise, c'est très typique, c'est-à-dire qu'après le début du confinement, les gens ont commencé à avoir un peu de peine à avoir du coping cognitif, mais ils ont assez vite trouvé un équilibre. Par contre, quand la sortie du confinement est arrivée, l'espoir était tel, on avait mis tellement d'espoir dans le 11 mai que les vraies difficultés sont venues 10 jours après le 11 mai. On était à 45 gens qui étaient dans une fatigue mentale, on est passé à 58% 10 jours le déconfinement. Et puis maintenant, on arrive au deuxième confinement et là, il y a eu le drame, à mon sens, puisqu'on est passé, on est les vacances, les gens étaient remontés à 45% et on est tombé à 69% au début du deuxième confinement de gens qui sont à la fois fatigués mentalement et incapables de se projeter dans le futur. Et on voit là l'explication très simple, malheureusement, ce qu'on étudie depuis des années et qu'on essayait d'alerter depuis longtemps, c'est qu'il y a une grande nuance entre un événement ponctuel comme un confinement, qui est terriblement difficile, mais pour les gens, c'était ponctuel, c'était une fois, j'accepte ça une fois. Et de soudainement se penser que ça va devenir le quotidien. Que du jour au lendemain, on pourra me dire, demain, tu es confiné, après-demain, tu es déconfiné, après-demain, tu es de nouveau confiné ou je ne sais quoi. Et ça, dans la tête des gens, ça a été une rupture profonde. Oui. Et on est inquiet maintenant, un tout petit peu pour 2021, parce que comme on le sait, on l'a vu avec le premier confinement, c'est souvent au moment où les choses commencent à aller un peu mieux que les chutes se font. Parce que les gens mettent beaucoup d'espoir dans ce qui va un peu mieux. Et lorsqu'on voit que c'est un peu mieux n'est pas tout à fait ce qu'on avait espéré, malheureusement, c'est là qu'on chute. Ce qui veut dire que, en tout cas, l'enseignement qu'on tire de Comadapt aujourd'hui, c'est d'abord que les gens ne sont pas capables de se projeter dans le futur et surtout, presque 50% de la population ne ressent plus d'émotions. Or, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la nécessité des émotions et de la projection, donc bien la difficulté. Donc vous, déjà pour vous-même et pour vos équipes, si vous en avez, ou pour les proches autour de vous, incitez-les vraiment à déjà vraiment se reposer ce Noël, ça c'est nécessaire, mais de se reconnecter à leurs propres émotions. Conseillez vraiment de faire des choses qu'ils aiment beaucoup faire. Aller marcher en forêt, jouer à un jeu, pour qu'ils arrivent à retrouver des sens émotifs. Et puis ensuite, proposez-leur de réfléchir à une chose qu'ils aimeraient vraiment faire en 2021. Pas des choses impossibles, pas d'aller sur la Lune ou de traverser l'océan Atlantique à la nage. Une chose possible qu'ils aimeraient faire en 2021. Et accrochez-vous à ça. Là encore, ce sont des schémas cognitifs qui permettent petit à petit de reconstruire un possible, qui deviennent ensuite, ce petite rivière devient un fleuve et une mer. Et c'est vraiment important parce que malheureusement, aujourd'hui, on a une population française, et c'est vrai dans beaucoup d'autres pays, hein, mais on reste en France puisqu'on est en France aujourd'hui, qui est mentalement, qui a des difficultés à se projeter et qui surtout ne sait plus où on en est. Oui, d'ailleurs, je rebondis sur une autre question sur ton avis sur les impacts de la dissonance cognitive. Je crois qu'on a tous vu les impacts pendant cette crise. Malheureusement, on a eu tellement d'informations différentes à des moments différents par des personnes différentes que effectivement, les personnes n'ont plus su vers quoi s'accrocher. Et ils ont mis en place une pratique adaptative qu'on connaît là encore bien en crise, qui est malheureusement très logique, puisque les informations complexes étaient trop difficiles à comprendre. Ils ont été chercher les informations simples. Et ces informations simples, on sait bien, ne sont jamais vraies, mais c'est ce qui explique, entre autres, cette montée incroyable de la théorie du complot, ce qui explique, entre autres, qu'on est passé de 2% qui pensent que la Terre est plate à presque 9%. C'est pas que les gens, tout d'un coup, pensent que la Terre est plate, c'est qu'ils sont tellement dans un moment où ils doutent de tout qu'ils sont prêts à accepter la première explication. Et donc, par conséquent, cette dissonance cognitive qui a été créée pendant toute cette période, malheureusement, provoqué cette recherche adaptative de la simplicité, et malheureusement, ça a profité, parce qu'évidemment, toutes les personnes ne sont pas complotistes en France, et on est loin de là, mais par contre, ça permet à certaines personnes qui le sont vraiment de s'appuyer là-dessus, de profiter de ça pour aller tirer la ficelle de ces personnes qui sont au désarroi. Donc aujourd'hui, ça va être assez difficile, hein, je ne vous le cache pas, il ne faut pas se leurrer de faire revenir ces personnes parce que s'il est très difficile de prouver quelque chose scientifiquement, il est très facile de monter une théorie de toute pièce. Il faut des mois, des années pour le premier, il faut 5 minutes pour le deuxième. Et pour des personnes qui sont prêtes à prendre la première parole, ça marche bien. Donc il faut aujourd'hui reconstruire un possible et ça va demander un travail quotidien en 2021
de la part de toutes les personnes qui ont envie de faire changer les choses. Oui, alors j'ai une autre question justement sur cette reconstruction. Où trouves-tu la force quand tu n'en peux plus lors de tes expéditions pour faire un pas, puis l'autre? Alors j'aimerais avant ça peut-être juste montrer une petite séquence de toi dans le désert avant de répondre à cette question. Qu'est-ce que je transpire le matin? C'est fort tôt, là, il est 7 heures. Alors, je transpire parce que la chaleur est raisonnable, il fait 30 degrés. Bientôt je transpirerai plus et ce sera le signe de m'arrêter. Ah, ça m'inquiète un peu parce que devant je vois une très très grosse montée. Ça va être rude. Je pense qu'aujourd'hui la moyenne va être basse. Parce qu'il va falloir passer ça. Alors tu dis effectivement il va falloir passer ça. Ouais, Donc c'est pas toujours facile. On est tellement bien ici à discuter dans un salon tranquillement. d'accord. Ça m'arrive plein de fois en expédition, évidemment, des dizaines, des centaines de fois où je me dis, mais qu'est-ce que je suis venu faire là? Enfin, je veux dire, c'est impressionnant. Je vis dans un pays le plus facile du monde, j'ai de l'eau au robinet, tout va bien, et je viens me mettre dans les pires endroits du monde. C'est quand même fou. Et oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors moi, aujourd'hui, j'ai une certaine chance, et c'est peut-être une chose de prétention d'ailleurs, hein, mais je crois sincèrement que ce qu'on fait avec mon institut, que les études qu'on mène, que ces travaux qu'on mène sur le terrain, ils ont du sens et ils vont permettre de mieux comprendre nos paradigmes cognitifs et de mieux aider les humains à vivre demain. Donc à chaque fois que je vais pas bien, à chaque fois que je suis un peu au bout, à chaque fois que je suis down, je me dis, ben, oublie pas pourquoi tu es venu. Oublie pas que ce qu'on est en train de travailler, que ce qu'on est en train de faire, ben, ça a du sens à long terme et pas que pour toi. Parce que là, je suis tout seul, hein, mais c'est quand même assez rare. D'habitude, je fais des expéditions en groupe, mais là, je suis tout seul. Ça n'existe pas une expédition solitaire. Il faut être très clair, ça n'existe pas. On est toujours un groupe. On a permis de préparer. Il y a ceux qui m'ont fait les vêtements. Il y a tous ceux qui ont prémis avant, le après. On est toujours des dizaines, des centaines à permettre une expédition qui se fait tout seul. Et ben moi, j'ai tout ça en tête. J'ai chaque personne qui travaille avec moi. J'ai chaque personne qui a aidé, qui m'a. Et toutes ces personnes-là, elles font partie d'une immense chaîne que j'ai envie d'aider. Parce qu'elles m'ont aidé pour être là. Et ça me donne cette force de continuer à faire un pas. Puis quand c'est vraiment trop dur, quand c'est vraiment trop important, quand vraiment j'en peux plus, eh ben je m'arrête un petit moment. Voilà, j'accepte de me dire, ben à un moment donné, il faut arrêter. Alors des fois, c'est pas possible, mais quand je peux, je le fais. Et enfin, dernièrement, ben, il reste toujours ce côté très basique, mais qui marche toujours, de ne travailler que sur un pas. J'ai réussi à faire un pas, j'en fais un deuxième. Tous les soirs en Iran, je me relevais, par exemple, pendant la journée, il faisait 60 degrés, on ne peut plus bouger à 60 degrés. Quand vous buvez une gorgée d'eau, elle n'a pas le temps d'arriver dans vos estomacs, elle est déjà évaporée, donc c'est terrifiant partout, c'est horrible. Les soirs, vers 5 heures, quand la chaleur baissait de 2-3 degrés à peine, je démontais mon abri et je repartais. J'avançais à 1 km/h, à peine, même pas des fois. Mais je le faisais tous les soirs parce que ça me prouvait simplement que j'étais encore là et que je venais de passer, il n'avait pas eu raison de moi, que je pouvais encore avancer. Et cette idée-là, eh ben, elle suffit à toujours continuer. Oui. Alors, j'avais une autre question pour toi. Dans ton livre Covid et après, tu parles beaucoup de notre responsabilité à notre niveau. Et tu dis, n'attendons pas des gouvernements et des grandes entreprises, nous avons tous une part de responsabilité. Après ce confinement, je change par exemple une chose au bénéfice de la planète. Voilà, quel est ton ressenti effectivement sur notre responsabilité dans cette période de crise aujourd'hui?
Oui, malheureusement, je pense que c'est un mot qui a été un peu perdu, qui s'est un peu galvaudé, encore une fois, hein. Le but n'est pas d'accuser chaque citoyen dans la rue ou chaque citoyenne dans la rue d'être responsable de la Covid, responsable des problèmes environnementaux. Et le but n'est même pas d'accuser une personne qui va acheter un produit plastique, de dire c'est honteux, c'est inadmissible, t'as pris un avion. C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir est-ce qu'on a la compréhension de ce qu'on fait. Pour avoir de la responsabilité, il faut deux choses. D'abord, il faut une éducation qui soit solide, une éducation qui soit sur ses capacité de compréhension. Ça, on est en train de faillir là-dessus. Donc, il va falloir changer nos systèmes éducatifs, mais c'est pas le sujet de ce soir. On a l'occasion d'y revenir. On est en train de faillir parce que tout simplement, on n'a pas, on ne donne plus de vision du futur que sur le passé quelque part. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la responsabilité, c'est de savoir que chaque geste que je fais à mon échelle, bon, il y a toujours cette idée du papillon qui bat des ailes en Chine et qui influence ici, c'est un peu galvaudé, mais il y a quand même une certitude, c'est que j'entends souvent des gens qui me disent, ouais, mais moi, je pourrais arrêter d'utiliser du plastique bon, à mon échelle, regarde ce que font les Chinois. Mais quand on commence à réfléchir comme ça, alors moi, je peux me dire, bah, ça ne me sert à rien, mon entreprise fait rien. L'entreprise, elle peut se dire, bah, ça ne me sert à rien, mon gouvernement fait rien. Et le gouvernement peut se dire, bah, ça ne sert à rien, l'Europe fait rien. L'Europe, elle peut se dire, ça ne sert à rien, la Chine fait rien. Et donc, on a toujours quelqu'un d'autre qui fait rien, qui nous donne une raison de notre échelle. Bah, ça, c'est la pire des choses qu'on peut faire. Si on inverse maintenant ce problème et que chaque personne se dit à son échelle, je dis bien à son échelle, hein, je ne demande pas aux personnes de diriger et de dire au président de Renault comment il faut faire. Mais chez chacun à notre échelle, sans juger les autres, on commence déjà à agir pour nous, avec responsabilité, comme qu'on considère importante pour nous. Ben, si tout le monde le fait, chacun à son échelle, ben, tout devient possible. Voilà, c'est ce qu'on doit réinculquer aujourd'hui, c'est rendre les gens responsables de leurs gestes, c'est pour rendre les gens responsables de leur volonté. C'est tout à fait la même chose. Merci. Alors, il nous reste, oui, quelques minutes. Deux dernières questions. Comment trouver une force intérieure, une sécurité intérieure pour avancer malgré tout? Force intérieure, sécurité intérieure. Alors, je n'ai qu'une réponse à donner à ça. Je ne l'ai pas toujours aux gens, mais c'est pourtant vrai, je pense, c'est l'amour. Il n'y a rien d'autre que l'amour qui donne la force intérieure. L'amour, c'est pas forcément pour une personne, hein, ça peut être pour un animal, ça peut être pour des choses, ça peut être, mais évidemment pour une personne c'est beaucoup plus fort, mais l'amour est ce qui nous donne une raison d'avancer. Quand on n'a plus d'amour, quand on n'a plus de raison de vouloir se donner à autrui, se donner à l'autre, se donner à l'envie, ce qu'est l'amour, hein, c'est un don qu'on fait, l'amour. Et ben finalement, on n'a plus de raison tellement d'avancer. Donc, ben, c'est vrai qu'on n'a pas tous la chance d'avoir l'amour d'un homme ou d'une femme, mais on peut aller chercher déjà les émerveillements, les choses qui nous font plaisir. Je marche dans la rue, j'ai une jolie architecture, j'ai un rayon de soleil qui passe, j'ai quelque chose qui tout d'un coup me fait bien, ben voilà, je le prends. Je le prends et je lui donne une raison d'être. Donc oui, il faut de l'amour. C'est indispensable. Et tout est possible. Et vous le savez, tout est possible par amour. Oui. Merci Christian. Alors moi j'avais une dernière question pour toi concernant l'Institut Human Adaptation, ta vision aussi sur finalement ce que vous souhaiteriez développer et explorer, continuer à explorer pour pouvoir avancer dans vos recherches et relayer ça peut-être dans des formations, des coachings pour l'adaptation humaine. Quelle est ta vision finalement à travers ce projet dans cette période où on a besoin d'adaptation justement? Oui, bah, je crois qu'on doit changer un peu notre vision de l'innovation. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'innovation technologique, mais on doit faire une innovation cognitive aux affaires. Il faut déjà comprendre nos cerveaux. C'est quand même incroyable de penser qu'au moment où je vous parle, on est toujours incapable de voir un cerveau fonctionner dans une situation réelle. On le fait toujours par dérivatif. Donc, finalement, on connaît très peu nos cerveaux et pourtant, on y met très peu de budget pour les comprendre. Donc, vous pourrez avoir le plus beau des bateaux, la plus belle des machines. Si vous n'arrivez pas à faire rentrer les gens dedans, ça ne marchera pas. Depuis les années 50-60, on a les mêmes discours, les mêmes problèmes sur l'environnement, sur la société. On est en train de faire une vidéo là-dessus. C'est exact les mots prononcés et pourtant rien n'a changé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réfléchi à la vitesse où changent les choses, à comment les paradigmes humains pouvaient se transformer. Et ça, comprendre, il faut l'étudier. C'est ce qu'on essaie de faire avec Adaptation Institute. Non seulement de comprendre, mais de savoir pourquoi les choses arrivent et comment est-ce qu'on peut les influencer par nos propres capacités cognitives. On commence à avoir des résultats, donc on les partage un peu partout dans des livres, des lives, ce qu'on fait ce soir, mais aussi on a fondé V Adaptation Group, qui est un groupe de formation et de conférences qui permet
effectivement d'apporter aux entreprises qu'on a. C'est une nouvelle parce que finalement, l'intérêt, c'est de faire évoluer les choses et on doit le faire connaître partout. Donc, on essaye aujourd'hui le mieux possible, grâce à nos compétences à nos travaux scientifiques, de mélanger tout ça pour faire des offres très claires qui permettent aux humains, tout simplement d'abord de mieux vivre aujourd'hui, mais surtout de mieux préparer demain. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec Adaptation Institute. Merci Christian. Moi, je trouve ça formidable que tu te présentes aussi en cobaye finalement pour la recherche et la science, que tu prêtes ton corps et ton cerveau, c'est ce que tu dis effectivement lorsque tu es interviewé, pour pouvoir faire avancer l'adaptation et les recherches sur l'adaptation humaine. Alors Christian, en conclusion, que souhaiterais-tu nous dire en conclusion aujourd'hui? Tellement de choses, mais surtout peut-être la plus importante, le futur, il existera de toute façon. Quoi qu'il arrive, il existera. La seule question, c'est comment est-ce qu'on veut le construire. Et aujourd'hui, c'est notre rôle. C'est pas d'en avoir peur, c'est pas de voir comme un terrible mal qui va se détruire ou comme un espace génial dans lequel on va tous vivre bien. C'est de le voir comme quelque chose que nous, en tant qu'humains, on doit construire. Et la seule question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a envie d'aller explorer ce futur pour le rendre possible et un peu à l'image qu'on aimerait l'avoir, ou est-ce qu'on va attendre de voir s'il arrive et de comment il sera? Moi, personnellement, j'espère que vous ferez de même. Merci. Alors, si tu me permets, j'aimerais aussi compléter ta conclusion en vous lisant 2 extraits de ton livre, Covid et après. 2 extraits qui me touchent profondément et que j'aimerais vous partager. Alors, posons-nous plutôt cette question. Qu'ai-je envie de dessiner? Un gribouillage noir et anxiogène qui ne laisse aucune place au rêve, ou un espace du possible où nous avons une chance de trouver notre place tout en laissant la sienne au reste de la nature? Un espoir, une envie, cet émerveillement de savoir qu'il n'y a pas que l'effondrement comme option, mais un monde pour lequel j'ai envie de m'engager, de faire ce premier pas et de me battre. Émerveillement, c'est le mot, puisque ce sont nos émotions qui sont prédictrices de nos décisions. Autant qu'elles soient aussi positives que possible, autant qu'elles nous donnent envie, qu'elles nous émerveillent. L'essentiel est dans la capacité à susciter l'envie, de créer quelque chose plutôt que d'attendre, BA, la destruction de tout. Nous ne pouvons pas passer plus de temps tourné vers le passé. Nous devons préparer notre avenir, vivre plutôt que survivre, vivre plutôt que se morfondre, vivre parce que quelles que soient nos douleurs, l'avenir, lui, n'attend pas. Merci beaucoup, Christian, toutes ces clés pour ton engagement et donc vraiment ton temps aujourd'hui. Je rappelle que tu as écrit un livre passionnant qui vient de sortir, qui s'appelle Covid et après, aux éditions Michel Lafon. Merci encore pour ces clés si précieuses qui nous permettent d'explorer et de nous adapter à demain. Merci également à vous de votre fidélité et de nos échanges au quotidien. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de la vie. Merci et à très bientôt. Merci Christian. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été là. C'est toujours un immense plaisir. Merci d'avoir participé. Et puis voilà, l'avenir nous appartient. Merci.